Bonjour à tous, je m'appelle Jared Kaplan. Je vais parler brièvement de l'échelle et du chemin vers une intelligence artificielle de niveau humain. Mais j'imagine que pour vous, dans cette salle, beaucoup de ces idées sont déjà assez familières, donc je vais faire court. Ensuite, on fera une sorte de discussion informelle en questions-réponses avec Diana. En réalité, je ne travaille dans le domaine de l'IA que depuis environ 6 ans. Avant ça, j'ai passé la majeure partie de ma carrière comme physicien théoricien dans le milieu académique. Alors, comment suis-je arrivé à l'IA? Pourquoi ai-je commencé par la physique? C'est simple. Ma mère était auteure de science-fiction et je voulais savoir si on pouvait construire un moteur plus rapide que la lumière. Et la physique était le meilleur moyen d'y parvenir. J'étais aussi très enthousiaste à l'idée de comprendre l'univers. Comment les choses fonctionnent? Quels sont les grands principes qui sous-tendent tout ce qu'on observe autour de nous? D'où tout cela provient-il? Par exemple, l'univers est-il déterministe? Avons-nous le libre arbitre? Toutes ces questions me passionnaient profondément. Heureusement, au fil de ma carrière de physicien, j'ai rencontré des personnes vraiment fascinantes et profondes, dont beaucoup font aujourd'hui partie des fondateurs d'Anthropic, avec qui je travaille désormais en permanence. J'étais très curieux de ce qu'ils faisaient, je suivais ça de près, et à mesure que je changeais de domaine en physique, du LHC, le grand collisionneur de hadrons, à la physique des particules, en passant par la cosmologie, la théorie des cordes, etc., je commençais à ressentir une certaine frustration, un peu d'ennui. J'avais le sentiment qu'on n'avançait pas assez vite, et beaucoup de mes amis me disaient que l'intelligence artificielle devenait quelque chose de vraiment important. Mais je ne les croyais pas. J'étais très sceptique. Je me disais, l'IA, ça fait 50 ans que des gens travaillent dessus, les SVM, ce n'est pas si excitant. C'était à peu près tout ce qu'on connaissait entre 2005 et 2009, quand j'étais encore à l'école. Mais j'ai fini par être convaincu que peut-être l'IA pouvait devenir un domaine passionnant. Et j'ai eu beaucoup de chance de connaître les bonnes personnes. Le reste appartient à l'histoire. Alors je vais parler un peu de la manière dont fonctionnent les modèles d'IA actuels et de comment le scaling, l'augmentation d'échelle, les rend de plus en plus performants. Il y a en réalité deux grandes phases dans l'entraînement des modèles d'IA contemporains, comme Claude, ChatGPT, etc. La première phase, c'est le pré-entraînement. C'est là qu'on apprend au modèle à imiter les données écrites par des humains et à comprendre les corrélations sous-jacentes à ces textes. Les visuels que je montre ici sont très rétro. Ils viennent du playground de GPT-3 à ses débuts. Et on voit par exemple qu'en tant qu'orateur dans un journal club, vous êtes probablement éléphant moi, à dire certaines choses. Le mot éléphant dans cette phrase est complètement improbable. Le pré-entraînement sert justement à apprendre au modèle quels mots sont susceptibles de suivre d'autres mots, dans un très grand corpus de texte. Et aujourd'hui, avec les modèles modernes, on intègre aussi des données multimodales. La deuxième phase d'entraînement pour les modèles d'IA actuels, c'est l'apprentissage par renforcement. Voici une autre diapositive très rétro. Elle montre l'interface originale qu'on utilisait pour Claude 0 ou même Claude -1 à l'époque ancienne de 2022. C'était quand on commençait à collecter des données de retour utilisateur. Ce que vous voyez ici, c'est essentiellement l'interface permettant de discuter avec des premières versions de Claude, très basiques, et de choisir quelle réponse était la meilleure selon vous ou selon des travailleurs rémunérés, etc. Et à partir de ce signal, on optimisait le modèle. On renforçait les comportements considérés comme bons, c'est, à dire se juger utile, honnête et inoffensif. Et on décourageait les comportements jugés mauvais. Donc, au fond, entraîner ces modèles revient à deux choses. Apprendre à prédire le mot suivant, puis utiliser l'apprentissage par renforcement pour leur faire apprendre des tâches utiles, et il se trouve qu'il existe des lois de scaling, lois d'échelle, pour chacune de ces deux phases d'entraînement. Ce graphique, par exemple, on l'a réalisé il y a 5 ou 6 ans, il montre que plus on augmente l'échelle de la phase de pré, entraînement, plus on obtient des performances prévisiblement meilleures pour nos modèles. Et ça, c'est venu simplement parce que je posais la question la plus idiote possible. C'est ce à quoi on est formé en tant que physicien. On prend du recul, on regarde le tableau d'ensemble et on pose des questions très naïves. J'avais entendu dire qu'il était très à la mode, dans les années 2020, de dire que les données massives étaient importantes. Alors je voulais simplement savoir, à quel point ces données doivent-elles être volumineuses? Est-ce si important que ça? Et à quel point ça aide vraiment? De la même manière, beaucoup de gens constataient que les modèles d'IA plus grands donnaient de meilleurs résultats. Alors on s'est juste posé la question, dans quelle mesure ces modèles plus grands sont-ils meilleurs? Et on a eu beaucoup de chance. On a découvert qu'il existait quelque chose de très très précis et même surprenant derrière l'entraînement des modèles d'IA. Ça nous a vraiment bluffé. On a trouvé des tendances nettes, régulières, aussi précises que ce qu'on peut observer en physique ou en astronomie.
Et ces résultats nous ont donné une vraie conviction. L'intelligence artificielle allait continuer à devenir de plus en plus intelligente, et cela de manière très prévisible. Comme vous pouvez le voir dans ces graphiques, dès 2019, on observait déjà ces tendances sur de très nombreux ordres de grandeur, en puissance de calcul, en taille de jeu de données et en taille de réseau de neurones. Et donc quand on voit qu'une loi reste valable, sur autant d'ordres de grandeur, on peut s'attendre à ce qu'elle continue de l'être à plus grande échelle. On peut donc raisonnablement s'attendre à ce que cette tendance reste vraie encore longtemps. C'est, selon moi, l'un des éléments fondamentaux qui sous-tendent les progrès récents de l'IA. Un autre point qui est aussi apparu il y a assez longtemps, mais qui a pris énormément d'importance ces dernières années, c'est le fait qu'on peut également observer des lois de scaling dans la phase d'apprentissage par renforcement de l'entraînement en IA. Il y a environ 4 ans, un chercheur a décidé d'étudier les lois de scaling pour AlphaGo en réunissant deux grands succès de l'IA, d'un côté GPT-3 et le scaling en pré, entraînement, de l'autre AlphaGo, côté apprentissage par renforcement. Ce chercheur, c'était Andy Jones, qui bossait seul, avec ce que je crois être un seul GPU, à l'époque des débuts, qu'on pourrait presque qualifier de préhistoire. Il ne pouvait pas étudier AlphaGo directement, c'était trop coûteux, alors il s'est tourné vers un jeu plus simple, le X, et il a produit le graphique que vous voyez ici. Alors à l'époque, les scores Elo n'étaient peut-être pas très connus, mais ce sont tout simplement des codes de niveau aux échecs. Ils indiquent la probabilité qu'un joueur batte un autre en fonction de leurs performances respectives. Aujourd'hui, les scores Elo sont aussi utilisés pour évaluer les modèles d'IA, notamment pour mesurer à quelle fréquence un humain préfère un modèle à un autre. Mais à l'époque, on parlait de leur usage classique, les cotes Elo comme notes d'échec. Et donc, en entraînant différents modèles à jouer au jeu de Hex, qui est un jeu de plateau très simple, encore plus simple que le jeu de Go, il a observé des lignes droites remarquables. C'est une forme de compétence en science que de savoir reconnaître des tendances très simples. Et cette tendance-là, je pense qu'elle a longtemps été ignorée. Les chercheurs ne se sont pas assez intéressés à ce comportement de scaling dans l'apprentissage par renforcement, du moins pas assez tôt, mais au final ça s'est imposé. On observe donc qu'on peut augmenter la puissance de calcul dans les deux phases pré, entraînement et RL, et obtenir des performances de plus en plus élevées. Et pour moi, c'est ça le moteur fondamental des progrès de l'IA. Ce n'est pas que les chercheurs en IA sont particulièrement brillants ou qu'ils sont devenus soudainement plus intelligents, c'est qu'on a trouvé une manière très simple, très systématique d'améliorer l'intelligence artificielle. Et maintenant, on tourne la manivelle. Alors quel type de capacité cela permet-il de débloquer? Personnellement, je vois les capacités de l'IA selon deux axes. Le premier axe que je trouve moins intéressant, mais qui reste très important, c'est la flexibilité de l'IA, sa capacité à s'adapter à notre manière de fonctionner. Par exemple, si on plaçait AlphaGo sur ce graphique, il serait très bas sur l'axe des Y, car même s'il était extrêmement intelligent, meilleur que n'importe quel joueur de Go, il ne savait fonctionner que dans l'univers restreint du plateau de Go. Depuis l'apparition des grands modèles de langage, on a fait des progrès constants pour créer des IA capables de gérer de nombreuses modalités différentes, en fait quasiment toutes celles que les humains peuvent traiter. Bon, on n'a pas encore de modèle qui a l'odorat, mais ça viendra probablement. Donc en montant sur l'axe des Y, on va vers des systèmes d'IA qui peuvent accomplir des choses de plus en plus utiles dans notre monde réel. Mais selon moi, l'axe le plus intéressant, c'est l'axe des X. Il mesure le temps qu'il faudrait à un humain pour accomplir la tâche que l'IA est capable d'exécuter. Et ce facteur a augmenté de façon continue au fur et à mesure que les capacités de l'IA progressaient. C'est ce qu'on pourrait appeler l'horizon temporel des tâches. Et une organisation appelée Meter a étudié cela de façon systématique, et devine quoi? Ils ont découvert une autre loi de scaling. Ils ont montré que la durée des tâches que les modèles d'IA peuvent exécuter double environ tous les 7 mois. Autrement dit, l'intelligence croissante que nous insufflons dans les IA, en augmentant l'échelle du pré, entraînement et de l'apprentissage par renforcement, mène à des tâches de plus en plus longues, complexes, utiles, que les IA sont capables d'accomplir. Et donc, on peut commencer à spéculer sur là où cela nous mène. C'est ce qu'a fait le projet AI 2027. Ce genre de projection suggère que, d'ici quelques années, on atteindra un point où les IA ne seront plus limitées à des tâches qui prennent des minutes ou des heures, mais pourront accomplir des tâches de plusieurs jours, semaines, mois, voire années. Et à terme, on peut imaginer des IA ou des millions de modèles IA travaillant ensemble, capables de faire le travail d'organisations humaines entières. Elles pourraient même effectuer le travail
que la communauté scientifique mondiale réalise aujourd'hui, ce qu'il y a de fascinant avec les mathématiques ou la physique théorique, c'est qu'on peut progresser juste en réfléchissant. Et donc, on peut imaginer des systèmes d'IA collaboratifs capables d'accomplir, en quelques jours ou semaines, ce que la communauté de physique théorique mettrait 50 ans à produire. Mais alors, que reste-t-il? Si cette dynamique du scaling peut vraiment nous mener aussi loin, qu'est-ce qui reste à faire? Je pense que ce qu'il nous reste à faire pour débloquer une IA de niveau humain, au sens large, est relativement simple. L'un des ingrédients les plus importants selon moi, c'est la connaissance organisationnelle pertinente. Nous devons entraîner des modèles d'IA qui ne se contentent pas de démarrer avec une page blanche, mais qui peuvent travailler au sein d'entreprises, d'organisations ou de gouvernements, comme s'ils avaient le contexte de quelqu'un qui y travaille depuis des années. Donc les modèles d'IA doivent savoir travailler avec la connaissance, ils ont aussi besoin de mémoire. Et qu'est-ce que la mémoire, sinon une forme de connaissance? Je fais une distinction dans le sens où, pour accomplir une tâche très longue, il faut être capable de suivre sa progression, de construire des souvenirs pertinents, et surtout de les utiliser. C'est quelque chose que nous avons commencé à intégrer dans Claude 4, et qui, je pense, deviendra de plus en plus central. Un troisième ingrédient, sur lequel nous progressons, c'est la supervision, la capacité des modèles à comprendre des nuances fines et à résoudre des tâches difficiles ou floues. Aujourd'hui, avec l'explosion des performances, il est relativement facile d'entraîner des modèles d'IA à écrire du code qui passe des tests, répondre correctement à des questions de maths, etc. Car dans ces cas-là, la distinction entre bons et mauvais résultats est claire. On peut donc facilement appliquer l'apprentissage par renforcement pour améliorer les performances sur ces tâches bien définies. Mais ce dont nous avons besoin et ce que nous développons, ce sont des modèles capables de générer des signaux de récompense plus subtils afin de pouvoir former des IA à faire de bonnes blagues, écrire de bons poèmes ou avoir du goût en matière de recherche. Parmi les autres ingrédients nécessaires, certains sont plus simples. Il nous faut évidemment des modèles capables de réaliser des tâches de plus en plus complexes en montant progressivement sur l'axe des Y, des modèles textuels, vers les modèles multimodaux et jusqu'à la robotique. Je pense que dans les prochaines années, nous allons continuer à observer des gains constants liés au scaling appliqués à ces différents domaines. Alors, comment se préparer à ce futur et à toutes ces possibilités? Il y a quelque chose que je recommande toujours. La première, c'est construisez des choses qui ne fonctionnent pas encore tout à fait. C'est probablement toujours une bonne idée, on a toujours intérêt à viser haut. Mais en ce moment, c'est particulièrement vrai, car les modèles d'IA progressent très très vite, et je pense que cette dynamique va continuer. Autrement dit, si vous créez un produit qui ne fonctionne pas encore, parce que Claude 4 est encore un peu limité, vous pouvez vous attendre à ce qu'un Claude 5 arrive bientôt et qu'il rende ce produit viable en lui apportant énormément de valeur. Donc, je recommande fortement de faire des expériences à la limite de ce que l'IA peut faire, car ces limites bougent très rapidement. Ensuite, je pense que l'IA va nous aider à intégrer l'IA. L'un des grands obstacles aujourd'hui, c'est que le développement de l'intelligence artificielle est tellement rapide que nous n'avons pas encore eu le temps de l'intégrer dans nos produits, nos entreprises, nos institutions, ni même dans la science. Donc, pour accélérer cette intégration, je pense qu'il sera très utile de s'appuyer sur l'IA elle-même. Et enfin, mais c'est sans doute évident pour ce public, je pense qu'il faut identifier les domaines où l'adoption de l'IA pourrait se faire très très rapidement. On voit déjà une explosion de l'intégration de l'IA dans le développement logiciel, et il y a plein de raisons à cela. L'ingénierie logicielle est un domaine très favorable pour l'IA. Mais la grande question, c'est quels seront les prochains domaines? Au-delà du développement logiciel, qu'est-ce qui pourrait croître aussi vite? Je n'ai pas la réponse, évidemment, mais j'espère que vous saurez la trouver. C'est tout pour cette présentation. Je vais maintenant inviter Diana à me rejoindre sur scène pour une discussion. C'était une présentation géniale sur toutes ces lois de scaling. Et récemment, Anthropic a lancé Claude 4, qui est désormais disponible. Je suis curieuse, qu'est-ce que cela change réellement en termes de possibilités alors que les sorties de modèles continuent de s'enchaîner et de se renforcer les unes les autres? Qu'est-ce qu'on peut attendre des 12 prochains mois? Je pense que on serait mal barré si on devait attendre 12 mois avant de voir sortir un modèle encore meilleur. Mais bon, concernant Claude 4, il y a plusieurs choses à dire. Déjà, avec Claude 3,7 Sonnet, c'était déjà très excitant à utiliser pour le développement de code. Mais ce que tout le monde a remarqué, c'est que le 3,7 était un peu trop zélé. Il voulait vraiment faire passer les tests à tout prix, et parfois il faisait des choses qu'on ne voulait pas forcément. Il y avait par exemple beaucoup de try, except un peu abusif, des solutions qui masquaient les vrais problèmes. Avec Claude 4, on a réussi à améliorer la capacité du modèle à se comporter comme un agent,
en particulier pour le code, mais aussi dans plein d'autres domaines, la recherche, les tâches complexes, les outils métiers, etc. On a aussi amélioré ce que j'appelais tout à l'heure la supervision. C'est-à-dire la capacité du modèle à mieux suivre vos consignes et à produire un code de meilleure qualité, espérons-le. Un autre point sur lequel on a travaillé, c'est la mémoire. On a amélioré la capacité du modèle à stocker et réutiliser des souvenirs utiles. On espère voir les utilisateurs exploiter davantage cette fonction parce que Claude 4 peut épuiser sa fenêtre de contexte très rapidement dans des tâches complexes, mais il peut aussi sauvegarder des souvenirs sous forme de fichiers ou d'enregistrements et les récupérer plus tard pour continuer son travail sur plusieurs fenêtres de contexte successives. Enfin, je dirais que les lois de scaling décrivent un progrès incrémental. Donc ce que vous verrez avec Claude, c'est qu'il s'améliore régulièrement, dans plein d'aspects différents, à chaque nouvelle version. Et je pense que le scaling décrit vraiment une courbe régulière vers ce que je considère être l'intelligence artificielle de niveau humain, voire l'AGI. Est-ce qu'il y a une fonctionnalité spéciale qui va vraiment enthousiasmer le public ici? Un petit accès bêta que tu pourrais... Allez, une fuite exclusive, un alpha leak, pour nous dire ce que les gens vont adorer dans les nouvelles API? Je pense que ce qui m'enthousiasme le plus, c'est vraiment la mémoire et sa capacité à débloquer des tâches sur des horizons de plus en plus longs. Avec le temps, je pense qu'on va commencer à voir Claude comme un vrai collaborateur, capable de prendre en charge des blocs de travail de plus en plus importants. Ça rejoint exactement ce que tu disais, sur ces futurs modèles capables de gérer des tâches de plus en plus vastes. Aujourd'hui déjà, ils sont capables de réaliser des tâches qui prennent plusieurs heures. Oui, je pense que c'est le cas. C'est une mesure assez imprécise, bien sûr, mais je crois qu'aujourd'hui, si on regarde des tâches en ingénierie logicielle, l'organisation Meter a littéralement mesuré le temps que prennent ces tâches pour des humains. Et oui, on est sur une échelle de temps de quelques heures. De manière générale, à mesure que les gens travaillent avec l'IA, je pense que ceux qui restent sceptiques à son sujet ont raison de dire que l'IA fait beaucoup d'erreurs stupides. Elle est capable de choses absolument brillantes, elle peut vous surprendre, mais elle peut aussi faire des erreurs très basiques. L'une des différences fondamentales entre l'intelligence humaine et l'intelligence de l'IA, c'est que chez l'humain, il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire, mais on sait au moins juger si elles ont été bien faites ou non. Alors que chez l'IA, la capacité de génération et la capacité de jugement sont beaucoup plus proches et parfois au même niveau. Ce qui signifie, selon moi, qu'un des rôles majeurs que les humains peuvent jouer dans l'interaction avec l'IA, c'est d'agir comme des gestionnaires et de faire des sanity checks, des vérifications de bon sens sur le travail effectué. C'est fascinant, car l'une des choses qu'on a observées au fil des promotions chez YC, c'est qu'il y a encore un an, beaucoup de startups qui vendaient des produits IA, les présentaient surtout comme des copilotes. Par exemple, un copilote pour le support client où l'IA rédigeait la réponse, mais l'humain devait encore valider avant l'envoi au client. Mais ce qui a changé, rien que dans la promotion du printemps dernier, c'est que beaucoup de modèles IA sont désormais capables d'accomplir des tâches de bout en bout, comme tu le disais tout à l'heure. Et ça, c'est remarquable. Aujourd'hui, des fondateurs vendent carrément des produits qui remplacent entièrement des flux de travail humain. Comment est-ce que toi, tu vois cette évolution par rapport à ce que tu espères que le public ici va construire? Je pense qu'il y a énormément de possibilités. En fait, tout dépend de ce qu'on considère comme un niveau de performance acceptable. Il y a des tâches pour lesquelles atteindre 70% de réussite, c'est suffisant, et d'autres où il faut 9% de précision avant de pouvoir déployer quoi que ce soit. Honnêtement, je pense que c'est beaucoup plus fun de construire pour des cas d'usage où 70 à 80% suffisent, parce que c'est là qu'on peut vraiment pousser les limites de ce que l'IA peut faire. Mais je pense qu'on progresse aussi sur la fiabilité, et donc on verra de plus en plus de tâches complexes confiées à l'IA. En ce moment, je dirais que la collaboration humain-IA est le domaine le plus intéressant, car pour les tâches les plus avancées, on aura toujours besoin d'un humain dans la boucle. Mais sur le long terme, je pense qu'il y aura de plus en plus de tâches entièrement automatisables. Tu peux en dire un peu plus sur à quoi tu penses que le monde va ressembler? Avec cette collaboration entre humains et IA, il y a cet essai de Dario, Machine of Love and Grace, qui décrit une vision très optimiste de cette évolution. Mais quels sont les détails concrets de la façon dont on y arrive avec cette boucle humain-IA? Je pense qu'on voit déjà certains aspects de cette collaboration se mettre en place. Par exemple, quand je parle à des gens qui travaillent en recherche biomédicale, je vois qu'avec la bonne orchestration, il est déjà possible d'utiliser des modèles d'IA de pointe pour obtenir des résultats intéressants et utiles, notamment en découverte de médicaments. Donc ça commence déjà à arriver. Un aspect auquel je pense souvent, c'est la distinction entre deux types d'intelligence, celle qui exige de la profondeur et celle qui demande une grande étendue. Prenons un exemple en mathématiques. On peut passer des années, voire des décennies,
à essayer de prouver un théorème unique comme l'hypothèse de Riemann ou le dernier théorème de Fermat. C'est une forme d'intelligence très pointue et ciblée, concentrée sur un problème très précis. Mais dans beaucoup d'autres domaines scientifiques, et peut-être encore plus en biologie, voire de façon surprenante en psychologie ou en histoire, la clé, c'est l'assemblage d'un très grand nombre d'informations hétérogènes issues de nombreux domaines différents. Et c'est là, je pense, que les modèles d'après, entraînés, ont un avantage. Ils ont absorbé une énorme quantité de savoir, quasiment l'ensemble des connaissances de la civilisation humaine. Donc j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup d'opportunités à exploiter dans ce domaine. L'IA connaît bien plus de choses que n'importe quel expert humain individuel, et elle peut donc produire des idées originales en croisant des connaissances issues de domaines très variés, par exemple à travers la biologie, pour accélérer la recherche. Aujourd'hui, on fait déjà beaucoup de progrès sur les tâches plus profondes, comme la résolution de problèmes complexes de code ou de mathématiques. Mais je pense qu'il y a encore plus de potentiel inexploité dans les domaines où il faut combiner des savoirs que personne ne détient entièrement seul. Et c'est là que ce type d'intelligence IA peut vraiment briller. Donc c'est quelque chose que je m'attends à voir se développer, le fait de tirer parti de l'étendue des connaissances de l'IA. Quant à comment tout cela va se concrétiser exactement, je n'en sais rien. C'est vraiment très difficile de prédire l'avenir. Les lois de scaling nous donnent une direction générale. Elles disent « la tendance va continuer ». Et je pense que sur le long terme, beaucoup de ces tendances vont effectivement se poursuivre. La croissance économique, le PIB, ce genre d'indicateurs sont souvent de bons prédicteurs du futur. Mais pour ce qui est des détails précis de l'implémentation, je pense que c'est quasiment impossible à prévoir. Est-ce qu'il y a des domaines spécifiques dans lesquels tu penses que beaucoup plus de développeurs pourraient se lancer et construire des choses avec ces nouveaux modèles? Parce que on a déjà vu beaucoup d'avancées dans les tâches liées au code. Mais quels sont les domaines qui restent encore largement ouverts et qui sont en train d'être débloqués maintenant grâce aux modèles actuels? Moi, je viens plutôt du monde de la recherche que du business, donc je ne sais pas si j'ai des choses très profondes à dire là, dessus. Mais de façon générale, je pense que tout domaine qui demande beaucoup de compétences et qui consiste principalement à travailler devant un ordinateur en interagissant avec des données est un bon candidat. Par exemple, la finance, ou encore les gens qui utilisent beaucoup Excel, ou des tableurs complexes. Je m'attends aussi à ce que le droit soit concerné, même si le droit est probablement plus réglementé et demande souvent plus d'expertise humaine ou une sorte de validation officielle. Mais je pense que tous ces domaines sont encore très largement ouverts. Un autre champ que j'ai évoqué un peu plus tôt, c'est comment intégrer l'IA dans les entreprises existantes. Quand l'électricité est apparue, il y a eu une longue période d'adoption, et les premiers usages n'étaient pas forcément les meilleurs. On remplaçait simplement un moteur à vapeur par un moteur électrique, alors qu'en réalité, il fallait repenser entièrement le fonctionnement des usines. Et je pense qu'avec l'IA, c'est la même chose. Il ne faut pas juste la plugger dans l'existant, il faut réinventer les processus, les outils, l'organisation. Et je crois qu'il y a énormément de valeur à créer en utilisant l'IA pour intégrer l'IA dans le plus de secteurs possible, le plus rapidement possible. Une autre question. Tu as une formation approfondie en physique et tu as été l'un des premiers à observer cette tendance des lois de scaling. Ça vient probablement du fait que, en tant que physicien, tu as l'habitude de voir des phénomènes exponentiels apparaître dans la nature. En quoi ta formation en physique t'a aidé à faire de la recherche de très haut niveau dans le domaine de l'IA? Je pense que ce qui m'a été le plus utile, du point de vue de la physique, c'est l'habitude de chercher les grandes tendances générales, les plus macroscopiques possibles, et ensuite d'essayer de les rendre aussi précises que possible. Je me souviens avoir rencontré des chercheurs en IA brillants qui disaient des choses comme « l'apprentissage converge de façon exponentielle ». Et moi je posais simplement des questions très naïves, du genre « tu es sûr que c'est exponentiel ?» Et si c'était juste une loi de puissance, ou quadratique, quelle est exactement la forme de convergence? C'est une question bête, simple, mais je pense qu'il y avait, et qu'il y a encore beaucoup à gagner, en essayant de rendre ces grandes tendances le plus précises possible. Parce que ça te donne ensuite des outils puissants, tu peux vraiment te demander qu'est-ce que ça signifie concrètement de faire bouger les choses. Avec les lois de scaling, le Graal, c'est de trouver une meilleure pente dans la loi de scaling. Parce que si tu améliores cette pente, alors plus tu ajoutes de puissance de calcul, plus ton avantage augmente par rapport aux autres développeurs d'IA. Mais tant que tu n'as pas rendu précise la tendance que tu observes, tu ne peux pas vraiment savoir ce que ça signifie de la dépasser, dans quelle mesure tu peux vraiment la dépasser, et comment mesurer objectivement si tu y parviens. Donc je dirais que ce sont ces outils intellectuels que j'ai appliqués. Ce n'est pas comme si j'avais directement utilisé la théorie quantique des champs pour faire de l'IA, ça serait un peu trop littéral. Et est-ce qu'il y a des concepts ou des heuristiques spécifiques issus de la physique, comme par exemple la renormalisation ou la symétrie, qui t'ont été particulièrement utiles
pour observer cette tendance ou la mesurer avec précision? Ce qu'on remarque quand on regarde les modèles d'IA, c'est qu'ils sont immenses. Les réseaux de neurones sont aujourd'hui très grands, avec des milliards, voire des billions de paramètres. Ça signifie qu'ils sont constitués de grandes matrices. Et donc étudier des approximations dans lesquelles on prend la limite où les réseaux sont très grands, et en particulier où les matrices qui les composent sont énormes, c'est quelque chose qui s'est révélé plutôt utile. Et c'est justement une approximation bien connue en physique et aussi en mathématiques. C'est donc une idée qui a déjà été appliquée dans d'autres domaines et qui s'est avérée pertinente pour l'IA. Mais de manière plus générale, je pense que ce qui aide vraiment, c'est de poser des questions naïves, presque bêtes. L'IA, dans sa forme actuelle, la manière dont on entraîne les modèles aujourd'hui, n'a en réalité que 10 à 15 ans. C'est donc un domaine extrêmement jeune. Et beaucoup des questions les plus fondamentales n'ont toujours pas de réponse. Des questions sur l'interprétabilité, sur comment fonctionnent réellement ces modèles. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup à apprendre à ce niveau-là et qu'il ne faut pas forcément chercher à appliquer tout de suite des techniques ultra sophistiquées. Est-ce qu'il y a des outils spécifiques issus de la physique que tu appliques à l'interprétabilité des modèles d'IA? Je dirais que l'interprétabilité ressemble davantage à la biologie, voire à la neuroscience, plutôt qu'à la physique. Ce sont donc ces types d'approches qu'on utilise. Il y a bien sûr des outils mathématiques, mais c'est surtout une démarche inspirée de l'étude du cerveau, comprendre les fonctions et caractéristiques d'un système. La grande différence et l'avantage qu'offre l'IA par rapport à la neuroscience, c'est qu'en IA, on peut tout mesurer. On ne peut pas observer l'activité de chaque neurone ou synapse dans un cerveau humain, mais dans un modèle d'IA, si. On dispose donc de bien plus de données pour faire de l'ingénierie inverse et comprendre en profondeur comment fonctionnent ces modèles. Un aspect fascinant des lois de scaling, c'est qu'elles tiennent depuis plus de 5 ordres de grandeur, ce qui est dingue. Mais je vais poser une question un peu à contre-courant. Quels signes empiriques pourraient te convaincre que la courbe est en train de changer et qu'on s'en écarte peut-être? Haha, c'est une très bonne question. Et franchement, je pense que c'est une question difficile. Parce que pour moi, les lois de scaling servent surtout à diagnostiquer si l'entraînement d'un modèle est cassé ou non. Donc dès qu'on identifie une tendance claire et convaincante, ça devient vraiment intéressant d'observer quand et où elle échoue. Mais mon réflexe instinctif, c'est de penser que si les lois de scaling échouent, c'est probablement parce qu'on a raté quelque chose dans l'entraînement. Peut-être qu'on a mal conçu l'architecture du réseau de neurones, ou qu'il y a un goulot d'étranglement qu'on n'a pas identifié, ou encore un problème de précision dans les algorithmes utilisés. Donc il faudrait vraiment beaucoup d'éléments pour me convaincre que le scaling ne fonctionne plus au niveau de ces lois empiriques. Parce que, dans mon expérience des 5 dernières années, chaque fois qu'il semblait que le scaling était cassé, c'était en réalité parce qu'on s'y était mal pris. C'est intéressant. Du coup, en allant sur un point très précis, il y a la question de la puissance de calcul, qui est évidemment liée à cette courbe. Que se passe-t-il quand le compute devient plus rare? Jusqu'où peut-on descendre en précision pour continuer à progresser sur cette courbe? Est-ce que vous explorez des choses comme le FP4? Ou même des représentations ternaires? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense qu'aujourd'hui l'IA est encore très inefficace, mais c'est parce qu'elle a une énorme valeur potentielle. Il y a beaucoup à gagner en débloquant les modèles les plus puissants, donc des entreprises comme Anthropic, et d'autres avancent aussi vite que possible pour rendre l'entraînement plus efficace, l'inférence plus rapide, tout en explorant les capacités de pointe. Mais la priorité reste clairement de pousser la frontière des capacités. À terme, à mesure que l'IA se généralise, je pense qu'on va vraiment réussir à réduire drastiquement les coûts d'inférence et d'entraînement par rapport à aujourd'hui. Actuellement, on observe déjà des gains de 3 scale à 10 scalaires par an, que ce soit via les algos, le scaling ou l'optimisation d'inférence. Il y a même cette blague qui dit qu'on va finir par ramener les ordinateurs au binaire rire. Donc oui, je pense qu'on verra des précisions beaucoup plus faibles. C'est l'une des nombreuses pistes pour améliorer l'efficacité de l'inférence. Mais aujourd'hui, on est dans une phase totalement déséquilibrée du développement de l'IA. Les progrès sont très rapides, les capacités se débloquent en continu, et on n'a même pas encore pleinement exploité ce que les modèles actuels savent faire. Donc si on imagine un monde stable, où l'IA progresse moins vite, alors oui, elle sera très peu coûteuse, ultra efficace. Mais est-ce qu'on atteindra un jour ce point d'équilibre? Je ne sais pas, il est possible que l'intelligence continue de progresser si vite qu'on préfère se concentrer là, dessus, plutôt que de chercher à gagner en précision jusqu'à du FP2. C'est exactement ce qu'on appelle le paradoxe de Jevons, non? Plus l'intelligence devient performante, plus les gens vont en vouloir, ce qui n'entraîne pas forcément une baisse des coûts, mais plutôt une augmentation de la demande. C'est assez ironique, quand on y pense, non? Oui, absolument. C'est clairement quelque chose qu'on a déjà observé. Il y a des moments où l'IA devient suffisamment accessible, et à partir de là, la demande explose. Cela dit, à mesure que les systèmes deviennent de plus en plus capables et qu'ils peuvent accomplir une part croissante de notre travail, il devient justifiable de payer pour accéder à ces capacités de pointe. C'est une question que je me suis toujours posée
et que je continue à me poser, est-ce que toute la valeur se trouve dans les modèles les plus puissants, ou est-ce qu'il y a aussi beaucoup de valeur dans des modèles moins chers, mais un peu moins performants? Je pense qu'on peut réfléchir à ça à travers la durée des tâches. Certes, on peut confier un modèle plein de petites tâches simples, mais c'est beaucoup plus pratique d'avoir un modèle capable de gérer une tâche complexe de bout en bout, plutôt que de devoir orchestrer nous-mêmes, en tant qu'humains, une série de modèles plus limités, en découpant la tâche en morceaux, puis en recomposant le tout. Donc oui, je m'attends à ce qu'une grande partie de la valeur vienne des modèles les plus puissants. Mais je peux me tromper. Cela peut aussi dépendre fortement de la manière dont les intégrateurs d'IA réussiront à exploiter efficacement les modèles, quels qu'ils soient. Quels conseils tu donnerais à ce public ici, des gens encore en début de carrière, mais avec énormément de potentiel? Sur quoi devrait-on vraiment se concentrer? Qu'est-ce qu'il faut maîtriser ou étudier pour continuer à faire du bon travail dans ce monde en pleine mutation? Il y a beaucoup de valeur dans le fait de comprendre réellement comment ces modèles fonctionnent, et d'être capable de les exploiter efficacement, de bien les intégrer dans différents contextes. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de valeur à construire à la frontière, à travailler là où l'IA repousse ses limites.